Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Studio. Communiquer est essentiel et au niveau international, cela passe par la construction d'un système de dialogue. Comme cela a été souligné lors de la récente visite du président français Emmanuel Macron en Chine, les échanges entre la France et la Chine s'inscrivent dans cette dynamique de construction d'un vaste réseau mondial de différentes entités de communication. L'enseignement supérieur y joue un rôle important. Ce sera le thème de notre émission avec notre invité Stéphane Braconnier, président de l'Université Paris-Panthéon-Assas. Bonjour Stéphane Braconnier. Bonjour. Vous êtes le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas et vous êtes un professeur de droit public. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour parler des échanges entre la France et la Chine dans le domaine de l'éducation supérieure. Alors, en tant que président d'université, nous sommes en ce moment en période d'examen en France, dans l'université. C'est un moment spécial pour un président d'université ? Oui, c'est un moment qui est très spécial pour un président d'université parce que nos étudiants sont au bout d'une année de cursus qu'ils ont suivi pour la plupart d'entre eux avec assiduité, beaucoup d'engagement. C'est un véritable défi à la fois administratif, logistique, mais aussi humain parce que nous savons que pour beaucoup d'étudiants, c'est une période cruciale. Alors parlez-nous un peu d'Assas, puisque c'est comme ça qu'on la surnomme. Assas, c'est la première université juridique de France. Elle est en tête des classements des facs de droit en France, mais on n'y enseigne pas seulement le droit. Est-ce que vous pourriez nous la présenter succinctement ? Alors pourquoi dit-on que Assas est la première université juridique de France ? Parce que l'université Paris-Panthéon-Assas, c'est l'héritière de la faculté de droit de l'ancienne université de Paris, l'université de Paris qui a été au début des années 70 partagée en quelque sorte en 13 universités parisiennes. Et l'essentiel de ce qui était la faculté de droit de l'université de Paris est revenu à l'université Paris 2, devenue aujourd'hui l'université Paris-Panthéon-Assas. Et donc, l'essentiel de nos étudiants, les 3/4 de nos étudiants à peu près, étudient les sciences juridiques, et donc le droit est évidemment la matière très dominante à l'université. Pour autant, nous étudions, et nous avons également des centres de recherche dans le domaine des sciences économiques, de très bons centres de recherche en sciences économiques, en sciences de gestion, en sciences de l'information et de la communication. Nous avons un institut français de presse qui est ancien et qui est très réputé, qui figure parmi les meilleures écoles de journalisme en France, et également les sciences politiques. Alors on reviendra peut-être un peu plus tard sur les étudiants et ce qui se passe dans l'université française. Là, on va parler des échanges entre la France et la Chine. C'est le sujet de notre émission. Au cours de sa visite en Chine début avril, le président français Emmanuel Macron s'est rendu dans une université à Canton, l'université Sun Yat-sen, et le renforcement des échanges universitaires était à l'agenda de la visite et figurait d'ailleurs sur les points abordés dans la déclaration finale de cette visite. Selon vous, en quoi cet axe de coopération est-il important pour la France et la Chine et leurs relations ? La diplomatie académique, puisque c'est comme ça qu'on qualifie généralement ces échanges entre deux pays dans le domaine universitaire, et quand je dis dans le domaine universitaire, c'est également dans le domaine de la recherche, cette diplomatie académique, c'est une des briques qui permet de créer ou de construire une relation de confiance et une relation fructueuse entre deux pays. Donc il est très logique que la France et la Chine, qui entretiennent des relations anciennes, des relations qui, comme toutes les relations, connaissent des périodes hautes et des périodes un peu plus basses, mais en tout cas entretiennent des relations qui sont pérennes et qui sont fondées, je crois, sur la confiance réciproque. Et donc on utilise la diplomatie académique qui passe notamment par les échanges de chercheurs, les échanges d'étudiants, bien sûr, qui sont souvent la partie la plus visible de cette diplomatie académique, les échanges de professeurs également. On utilise cette diplomatie académique, culturelle également, comme une des briques importantes, voire parfois comme la poutre maîtresse d'une relation de confiance entre deux pays. Et dans le cas de la Chine et de la France, je crois que c'est particulièrement topique. On a vu durant la visite du président Macron en Chine une volonté donc de réactiver cette coopération. D'après vous, quel levier pourrait permettre de la stimuler ?
Il y en a évidemment plusieurs. Je crois que les échanges d'étudiants, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, sont un élément toujours important parce que c'est sans doute le point d'entrée d'une relation académique fructueuse, pérenne, productive en quelque sorte. Je crois qu'il ne faut pas négliger deux aspects importants de cette coopération universitaire et de cette coopération académique. D'abord, c'est la coopération dans le domaine de la recherche et en particulier dans le domaine de la jeune recherche. Ce que j'appelle la jeune recherche, c'est les échanges de doctorants dans le domaine de la recherche doctorale qui sont parfois insuffisamment audacieux et n'osent pas franchir le pas d'un séjour à l'étranger de plusieurs mois, voire de quelques années parfois, alors que c'est très souvent un élément très important et une plus-value importante dans leur travail de recherche doctorale. Donc, inciter nos jeunes chercheurs, notamment dans le domaine des sciences humaines et sociales, à aller passer quelques mois, voire quelques années à l'étranger, et en particulier en Chine, lorsque c'est en phase avec leur projet de recherche, je crois que c'est un élément tout à fait important. Et puis, je crois qu'il ne faut pas négliger non plus l'incitation à des recherches croisées entre les deux pays dans des domaines parfois nouveaux, parfois un peu innovants. On pense évidemment à un certain nombre de domaines dans le secteur des nouvelles technologies et en ce qui concerne les sciences juridiques, dans le domaine du droit des nouvelles technologies, dans le domaine de la régulation des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Je pense aussi à un certain nombre de recherches dans le domaine des sciences juridiques tournées davantage vers tout ce qui est intervention de l'État dans l'économie, les nationalisations, les privatisations, les marchés publics, les partenariats publics-privés, qui sont en France, comme en Chine d'ailleurs, des éléments tout à fait cardinaux du développement économique. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, la Chine et la France entretiennent une situation qui est assez similaire, toute proportion gardée, naturellement. Alors justement, durant la visite présidentielle, le 6 avril très précisément, en présence du président chinois et du président français, deux importants accords ont été signés entre les ministères chinois de la science et de la technologie, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère toujours français, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. D'après vous, quel est l'état actuel de la collaboration entre les deux pays, justement en matière de recherche? Et je dirais que dans le domaine des échanges et de la diplomatie académique, dans le domaine de la recherche, tout est un peu à reconstruire. Il faut peut-être repenser la relation entre la Chine et la France dans ce domaine-là. À une période de très fort enthousiasme, notamment au début des années 2000, dans les années 2010, a succédé postérieurement à la crise sanitaire, sinon une période de méfiance, mais du moins une période de prudence. Et donc, nous avons une relation académique à reconstruire, qui permette de renouer une certaine forme de confiance dans le domaine universitaire, dans le domaine de la recherche particulièrement, et tout cela doit passer par des échanges plus suivis. On doit relancer la coopération universitaire, relancer la coopération dans le domaine de la recherche, pour renouer des liens de confiance sur lesquels il sera possible ensuite de bâtir des échanges fructueux et pérennes. Alors justement, concrètement, le développement de partenariats entre les établissements d'enseignement supérieur français et chinois ont également été abordés lors de la visite du président français en Chine, avec en vue le projet de créer des établissements conjoints, la promotion conjointe de la reprise mutuelle des échanges internationaux d'étudiants et d'enseignants et la facilitation des échanges interuniversitaires. Pouvez-vous déjà nous parler des liens entre Paris, Panthéon-Assas et la Chine, s'il y en a, et puis après nous parler d'éventuels projets dont vous avez entendu parler ou que vous avez vous-même dans votre agenda?
Alors, l'université Paris-Panthéon-Assas, évidemment, une grande université, je l'ai dit, qui, de longue date, a noué des relations avec des universités chinoises à Shanghai, à Beijing, à Xi'an. Également, nous avons signé un accord quelques années avant la crise sanitaire. Ces accords qui sont très importants parce qu'ils nous permettent évidemment d'accueillir un certain nombre d'étudiants chinois, mais aussi et surtout d'accueillir des doctorants chinois qui viennent préparer leur thèse en France. Et cet élément-là, la jeune recherche qui forme l'avenir en quelque sorte de l'enseignement supérieur et l'avenir de la recherche dans les deux pays, est un point très important de la coopération. Je crois qu'il faut aujourd'hui relancer ces accords-là, réévaluer notre capacité à recevoir des étudiants chinois, et beaucoup d'universités, mes collègues présidents d'université sont dans le même état d'esprit, c'est-à-dire nous regardons un peu les choses, nous évaluons les choses pour voir comment il est possible de relancer différemment la coopération, peut-être de manière plus qualitative et moins quantitative. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette période de fort enthousiasme dans le domaine des relations universitaires franco-chinoises nous a peut-être trop conduit, il faut l'admettre, et avoir une vision réaliste des choses, à privilégier l'aspect quantitatif sur l'aspect qualitatif. Donc sélectionner un certain nombre de disciplines particulières, de coopération dans lesquelles il doit y avoir de la coopération renforcée, un certain nombre d'axes de recherche, et prendre évidemment un certain nombre de précautions pour que l'accueil des étudiants chinois en France, comme l'accueil des étudiants français en Chine, et la même chose pour les chercheurs, se fasse dans les meilleures conditions possibles. Alors, vous avez mentionné donc des partenariats avec la Chine, mais Assas a ouvert aussi des campus à l'étranger, et notamment un à Singapour, qui dispense un séminaire à propos du business en Chine, de faire des affaires en Chine. Quelle est sa vocation ? Alors, nous avons en effet ouvert un campus délocalisé à Singapour en 2012, puis nous avons ouvert un deuxième campus délocalisé à l'île Maurice en 2016, et enfin un dernier campus à Dubaï en 2020. Ces trois campus délocalisés ont évidemment vocation à faire de la formation initiale. Nous délivrons des bachelors, des LLM, nous faisons également de la formation continue. Ils ont vocation, et notamment le campus de Singapour, à promouvoir le droit français dans le domaine des relations commerciales. La promotion d'un modèle juridique dans le domaine des relations commerciales est aussi un levier important du renforcement de la coopération économique, cette fois entre deux États. Donc il y a cette vocation très forte du campus de Singapour d'assurer cette promotion du droit français, du droit continental dans la zone du sud-est asiatique. Nous permettons également à nos étudiants de suivre un séminaire d'initiation, nous l'avons appelé Doing Business in China, mais en définitive, l'intitulé est un peu restrictif, puisque l'idée, c'est en fait d'acculturer, d'avoir une première acculturation de nos étudiants à la manière dont il faut se comporter pour faire du business dans cette zone du monde, en Asie du Sud-Est et en Chine. Il y a un certain nombre de codes qui ne sont pas les mêmes qu'en Europe, et donc nous faisons appel à des professionnels locaux pour initier nos étudiants à cette façon de faire du commerce ou du business en Chine. Beaucoup d'entre eux ont vocation à travailler dans des cabinets d'avocats localement, par exemple. Eh bien, il y a ici un certain nombre de codes, de soft skills, en quelque sorte, à adopter. C'est ce que nous essayons de leur inculquer. Et puis on ne peut pas parler de ces échanges sans parler de la question de la langue et de l'enseignement des langues. C'est un sujet qui a également été à l'agenda de la visite du président Macron en Chine, et les deux pays ont décidé de prolonger la validité de l'accord de coopération linguistique signé par les deux gouvernements en 2015. Cet accord est destiné à encourager l'enseignement du chinois et du français dans les écoles de part et d'autre, et à augmenter le nombre de filières bilingues, ainsi qu'à renforcer les échanges et la formation des professeurs de langue. D'après vous, quel a été jusqu'à aujourd'hui l'impact de cet accord, donc, qui date de 2015 ? Est-ce que vous en avez vu des exemples concrets ? Bien sûr, il y a quand même beaucoup d'établissements d'enseignement secondaire, des collèges, des lycées, qui ont ouvert des sections de mandarin, des classes d'initiation au mandarin, voire des sections complètes de formation au mandarin, diplômant, enfin du moins qui sont intégrés
dans l'obtention du baccalauréat. Donc le mandarin a évidemment été beaucoup plus présent dans les enseignements secondaires. À l'université, c'est la même chose. Les universités offrent toutes des cours d'anglais, évidemment, de formation en anglais, formation en anglais généraliste ou formation en anglais spécialisé. Nous avons de l'anglais juridique, nous avons de l'anglais économique, par exemple, à l'université Paris-Panthéon-Assas. Et parallèlement à ces cours d'anglais, eh bien, nous offrons un panel d'autres langues, deuxième langue en quelque sorte, parmi lesquelles il y a le chinois. Et quelques-uns de nos étudiants ont suivi ces enseignements de chinois et pour certains d'entre eux ont prolongé leur cursus ou ont intégré leur cursus à la faveur d'une année de césure par exemple par un séjour dans une université chinoise. J'ajoute que dans le cadre de sa stratégie de développement, notre université, l'université Paris-Panthéon-Assas, a noué un partenariat très étroit avec l'Institut supérieur d'interprétariat et de traduction, l'ICIT, qui est une vieille école d'interprétariat et de traduction très célèbre, qui est située ici, à proximité de l'université Paris-Panthéon-Assas. Et aujourd'hui, l'ICIT est un établissement composant de l'université Paris-Panthéon-Assas. Et évidemment, nous allons nous appuyer sur l'expertise, l'excellence de l'ICIT pour aussi consolider notre attractivité internationale. Alors maintenant, pour illustrer nos propos, je vous propose de regarder ensemble une petite vidéo que nous avons tournée dans les rues de Paris, où nous avons posé à quelques Parisiens la question de savoir ce que pouvait apporter dans leur cursus, ou dans leur vie même, l'apprentissage du mandarin et l'ouverture à l'international dans leurs études. Le chinois et le mandarin plus particulièrement va devenir vraiment essentiel et comme c'est une langue qui est quand même très éloignée du français, c'est essentiel que des enfants l'apprennent. Et de ce que j'ai compris, c'est par l'alphabet, etc., c'est aussi hyper... pour le développement cognitif, c'est excellent. Donc je trouve que ça a une vraie utilité et pour les enfants, je pense que ça n'apporte que du plus. Et j'ai des amis en fait qui font du chinois depuis la 6e et qui ont tiré des bénéfices vraiment super, en plus de découvrir la culture, bon, même si c'est un peu cliché, mais ils ont vraiment apprécié, ça les a beaucoup aidés, donc je pense que c'est très bien. Et la diversité, la pluralité des langues, c'est génial, ça apporte une culture, ça enrichit. Et puis quand on est petit, on apprend encore plus vite. Enfin, je sais qu'on est petit, on apprend beaucoup de choses plus vite, c'est plus facile. La plupart des facs cherchent à diversifier leurs partenariats, à avoir un maximum d'opportunités pour leurs étudiants de travail à l'étranger. C'est une très bonne chose qu'ils apprennent le mandarin, dans la mesure où la Chine est naturellement un grand pays. Et de ce fait, c'est une très bonne chose. Enfin, pas que le mandarin, pour les autres langues en général. Je pense que le mandarin, dans les années qui vont venir, sera une langue indispensable à l'apprentissage de tous. Et je pense qu'il faut s'y mettre au plus tôt. C'est vraiment très important. Là, par rapport à la France, la Chine apporte beaucoup de choses et la France apporte beaucoup de choses, donc c'est vice-versa. Et s'il y a des échanges, c'est encore mieux. Si des Chinois viennent chez nous et nous on va chez eux, ça fait des échanges et la culture, c'est super enrichissant. La Chine, ça ne se résume pas à parler chinois, mais à plein d'autres choses. Donc il faut qu'on s'intéresse un peu plus à ça, en vue de développer du coup les relations académiques entre l'Europe, la France et la Chine. Je pense que c'est une très bonne chose, ça doit être assez dépaysant et très enrichissant pour l'étudiant qui y va. Notamment pour ceux qui veulent étudier le mandarin. On devrait pouvoir un choix suffisant de destination pour partir pour les étudiants à l'étranger. Ça me paraît évident. Grâce à Sciences Po, j'ai bénéficié d'un échange pendant mes études et ça m'a vraiment ouvert l'esprit, mais sur tous les points, j'ai trouvé ça exceptionnel et je vois plus du tout les choses pareilles depuis que je suis rentrée de mon année à l'étranger, donc c'est que du positif. Alors évidemment, on échange avec la Chine dans le cadre de l'apprentissage de la culture chinoise, ça me paraît essentiel parce qu'on n'apprend pas vraiment une langue sans avoir, ni une culture sans y avoir vraiment vécu, donc je pense que c'est essentiel, ouais. Alors Stéphane Braconnier, maintenant nous allons parler des étudiants. En 2019, la Chine était le premier pays d'origine des étudiants internationaux dans le monde et le troisième pays d'origine des étudiants étrangers en France, avec un total de 27 950 étudiants chinois pour cette période autour de 2020. La France représente donc un attrait certain. Quel est votre regard sur cette situation? Et d'après vous, comment est-ce que cela pourrait évoluer dans les années à venir, maintenant que la circulation est à nouveau permise entre les pays?
Alors, la question que vous posez, en réalité, ça pose la question de l'attractivité de la France à l'égard de la Chine, bien évidemment, mais à l'égard des autres étudiants internationaux. Or, de ce point de vue-là, il y a un constat à faire, c'est que la situation de la France, en termes d'attractivité des étudiants internationaux, se dégrade. La France a été pendant très longtemps à la 3e place, derrière les États-Unis et le Royaume-Uni, puis a été dégradée à la 4e place, et puis la 5e, et aujourd'hui, la France se situe à la 6e place, derrière notamment l'Allemagne, l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis, etc., etc. Donc il y a eu une dégradation de notre situation qui est liée à de multiples facteurs, et ce n'est pas l'objet de la question que vous avez posée, mais cette attractivité, au-delà de ce classement, qui reste un bon classement, même si c'est un classement qui est moins bon qu'il y a quelques années, je crois qu'il y a d'autres indicateurs qui sont particulièrement rassurants. La France est par exemple à la 3e place de l'attractivité pour les jeunes chercheurs, j'en ai parlé tout à l'heure, notamment en termes pour les doctorants. Les investisseurs étrangers, nous le savons, aiment beaucoup la France, et la France est extrêmement attractive pour les investisseurs étrangers. La France est également très attractive au sein de l'Union européenne, parce que si on élargit un peu la focale, on s'aperçoit que l'Union européenne reste une destination très attractive pour les étudiants internationaux. Donc c'est sur ces éléments positifs, je crois qu'il faut aujourd'hui penser, voire repenser, l'attractivité de la France à l'égard des étudiants internationaux et en particulier à l'égard des étudiants chinois qui, comme vous l'avez dit à juste titre, constituent un vivier extrêmement important d'étudiants puisque la population chinoise est très importante, parce que nous avons également une vieille histoire de relations bilatérales entre la France et la Chine, une relation de confiance qui est importante. Les relations académiques ont toujours été très fortes entre la France et la Chine. Donc il y a évidemment de multiples motifs d'être optimiste quant au développement de ces relations dans une période post-Covid dont il faut voir les aspects positifs. C'est quand même une période qui nous permet de reconstruire une nouvelle relation, d'entrer, si vous me passez l'expression, dans une nouvelle ère de la relation académique entre la France et la Chine. Absolument. Alors pour ce qui concerne toujours les étudiants chinois, beaucoup choisissent les grandes écoles françaises qui sont prestigieuses et qui ont très bonne réputation en Chine. Pour beaucoup de ces jeunes étudiants, ce sont des établissements qui leur permettront par la suite de rentrer dans leur pays, de s'intégrer facilement dans le monde du travail et de bien gagner leur vie. D'après vous, est-ce une bonne stratégie ? Pensez-vous que les bases sur lesquelles se fonde ce choix soient justes ? Et par rapport aux grandes écoles, qu'est-ce que l'université a à leur offrir à ces étudiants chinois ? Alors, je fais partie de ceux qui n'opposent pas systématiquement université et grandes écoles, parce que je crois fondamentalement que notre enseignement supérieur français repose sur deux piliers qui sont d'un côté les universités et de l'autre les grandes écoles qui, chacune, apportent quelque chose à l'enseignement supérieur français de manière différente, ont une offre de formation, une offre en matière de recherche qui est très différente. Et plutôt que d'opposer les deux, je crois beaucoup à la coopération entre les deux, et c'est la raison pour laquelle, j'y ai fait une allusion tout à l'heure, l'université Paris-Panthéon-Assas, dans le cadre de sa stratégie de développement, a accueilli en son sein, comme établissement composante, des grandes écoles, j'ai parlé de l'ICIT, l'Institut supérieur d'interprétariat et de traduction, l'EFRAY Paris, qui est une grande école d'ingénieurs dans le domaine du numérique, et le CFJ, le Centre de formation des journalistes, qui est une grande école de journalisme. Donc nous construisons ici, non pas une opposition entre universités et grandes écoles, mais un partenariat entre universités et grandes écoles. Chacune de ces entités, université d'un côté et grandes écoles, je l'ai dit, apporte une offre différente aux étudiants. Et lorsqu'un étudiant chinois choisit une grande école, par exemple, si on pense à une grande école d'ingénieurs, il choisit un type de formation, une certaine forme d'acculturation au monde de l'entreprise, peut-être une ouverture internationale qui est plus ancienne ou plus marquée. En revanche, lorsqu'il choisit une université, il choisit un environnement culturel différent, il choisit aussi une formation très appuyée sur la recherche, peut-être
plus appuyé et fondé sur la recherche que dans le cadre d'une grande école. Donc on a deux types de formations qui sont très différentes. Et lorsqu'un étudiant chinois a à choisir entre les deux, évidemment, il doit avoir aussi en tête ces paramètres-là. J'ajoute que les grandes écoles ont évidemment une renommée internationale, parfois très grande pour certaines d'entre elles. Je pense à Polytechnique, par exemple, ou encore à HEC. Mais les universités ont un atout majeur à l'international, et en particulier en Chine, c'est leur qualité d'université. Le terme université, qui est un terme qui est protégé, évidemment, n'importe qui ou n'importe quoi ne peut pas s'intituler université. Ce terme université, c'est un terme qui est essentiel à l'international. C'est le véritable passeport pour avoir une véritable crédibilité internationale auprès des étudiants internationaux. Aujourd'hui, les classements des universités sont scrutés par les professionnels, par les médias, par les étudiants. On en parle beaucoup. D'après vous, est-ce que cette compétition qui est rude et qui traverse donc l'enseignement supérieur et notamment universitaire joue un rôle sur l'évolution de cet enseignement ? Alors, les classements internationaux, vous le savez, la France y est intéressée un peu plus tardivement que d'autres pays. Ce qui d'ailleurs joue probablement un rôle aussi sur l'attractivité internationale de la France et le classement de la France en termes d'attractivité des étudiants internationaux. Mais ces classements internationaux, ils ont eu un mérite immense, je pense. D'abord, de faire prendre conscience à l'enseignement supérieur français qu'il s'insérait dans un environnement très compétitif et qu'en définitive, il y avait une compétition relativement forte entre les universités, entre les grands établissements d'enseignement supérieur en Europe et dans le monde. Compétitivité ou compétition qui n'est pas liée simplement à la qualité des études, mais à l'employabilité des étudiants diplômés de ces établissements d'enseignement supérieur. Donc il y a eu une forme de prise de conscience. Et puis ça a incité l'enseignement supérieur français à réfléchir, à faire un travail d'introspection, en quelque sorte, pour savoir si la manière dont il était organisé, dont les établissements étaient organisés, ce rapport entre universités, grandes écoles, était bien adapté au monde de demain, aux grands enjeux du monde contemporain auxquels les étudiants, les futurs diplômés allaient avoir affaire. C'est ce qui a conduit en France à une certaine forme de transformation de notre enseignement supérieur et notre recherche, avec des processus de regroupement d'établissements, établissements publics et privés, établissements publics d'enseignement et établissements publics de recherche. Donc il y a eu une forme de tectonique assez importante et de restructuration de l'enseignement supérieur qui a porté ses fruits d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, les établissements, les grands établissements d'enseignement supérieur français sont très présents dans les classements internationaux. On peut citer Paris-Saclay. Paris-Saclay en particulier, Sorbonne Université également, qui est très bien située. Ça a aussi incité les établissements d'enseignement supérieur français à bien comprendre comment ces classements étaient conçus, comment ces classements sont nourris, notamment sur la remontée des publications, le fait que les publications doivent être parfaitement référencées au niveau international, et c'est que le référencement de ces publications au niveau international qui très souvent nourrit le classement et fait monter un établissement d'enseignement supérieur dans le classement international, notamment les plus prestigieux d'entre eux, en particulier le classement de Shanghai. Et, on voit donc une sorte d'évolution du modèle de l'université à la française. Dites-moi si je me trompe. Est-ce que vous connaissez le modèle chinois et est-ce que vous pourriez nous parler des ressemblances qui peuvent exister entre les deux ? Alors, je ne suis pas un expert du modèle universitaire chinois, et donc je me garderai bien de vous dire exactement comment le modèle chinois est conçu. Ce que je retiens du modèle chinois, quand même, et ce qui le rapproche, en quelque sorte, du modèle français, c'est ces rapports entretenus entre l'enseignement supérieur public et l'enseignement supérieur privé, l'existence de grandes universités publiques à côté d'établissements d'enseignement supérieur privé, qui pour certains d'entre eux sont aussi des universités, ce qui nous rappelle en quelque sorte le rapprochement entre les universités et les grandes écoles. Et c'est, je crois, aussi ce qui fait la richesse de l'enseignement supérieur de manière générale, en France, je l'ai expliqué, et probablement en Chine également. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Stéphane Braconnier d'avoir été notre invité dans cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Paris Studio.